Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. On se retrouve pour l'épisode 5 de notre saison 5, mais avant ça, générique. Et nous revoici donc pour un nouvel épisode de Odyssée, mais qui dit nouvel épisode dit nouvelle équipe, mais toujours le même Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir, c'est moi, toujours le même Thomas. Des fois, je suis Tom, C'est vrai, mais, non, mais, cette fois-ci tu es Thomas. je suis toujours là. Et merci beaucoup. Et puis, bonsoir, Simon. Bonsoir, donc Ça- tout va bien. Oui, ça va, toi? Ça va très bien Moi aussi. Et Formidable. on a la chance ce soir d'accueillir Charlène Doucet. Bonsoir Charlène, Bonsoir, tu vas bien? ça va et toi? Et donc, ça va très bien, excuse-moi. Et donc, tu nous as déjà dit, tu es responsable Juice au CNES pour les participations françaises. C'est ça, exactement. C'est la responsabilité. Chef de projet des contributions françaises. Chef de Pour projet, Juice, hein. effectivement. Donc, merci beaucoup déjà d'être avec nous ce soir. On va bien sûr discuter de la mission sur laquelle tu travailles actuellement, mais avant ça, on va rester un petit peu dans la structure classique de l'émission, en commençant par quelques actualités. Mon cher Thomas, je crois que tu voulais nous parler d'une décision aux États-Unis qui pose question, mais dis-nous en plus. Vous l'avez certainement vu, il y a eu une annonce qui a été faite il y a quelque temps sur la scène politique mondiale. C'est Donald Trump qui a été réélu aux États-Unis. Je pense que ça, globalement, tout le monde est au courant. Mais surtout, il s'est passé deux choses qui, moi, m'ont fait un peu réagir. C'est déjà, il a proposé d'avoir, même plus que proposé, il a élu Elon Musk. Alors, je sais plus, à la certification gouvernementale, à l'efficacité. Exactement, des ministères publics, je crois, quelque chose comme Ouais, ça. l'efficacité des ministères publics, donc il va faire un gros travail de veille, de recommandation, d'études, d'analyse. Qu'en penser Je pense que chacun se fait un petit peu son avis là-dessus, mais bon, ça reste Elon Musk qui est un énorme businessman, un énorme industriel, qui va venir parler du système public américain dont on sait qu'il fait débat. Mais surtout, plus récemment, on a Jared Isaacman qui a été nommé, qui va être nommé à la tête de la NASA. Alors, déjà, petite remise en situation, Jared Isaacman, il a fait déjà 2 vols dans l'espace. Il était pilote, il était astronaute, mais pas avec n'importe qui, avec SpaceX. Coucou Elon. Et donc Jared, il a aussi fait le vol de Polaris Dawn qui a marqué les esprits en 2024. Ce vol assez particulier où il a fait une sortie extravéhiculaire, où il s'est passé plein de choses. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en penser ? Eh bien, on peut tout simplement s'imaginer qu'on va avoir Donald Trump, un grand businessman. Alors attention, hein, je dis pas grand pour le côté amélioratif, je dis grand juste parce que il est super riche. On va avoir Elon Musk dans le gouvernement. Et on va avoir un troisième grand businessman qui est très pote avec les deux premiers, à la tête de la NASA, cette institution gouvernementale, publique, historique du spatial. Donc ça peut laisser beaucoup de choses être imaginées, ça peut faire peur, parce qu'en plus aujourd'hui, la personne qui est à la tête de la NASA, alors j'ai plus son nom, peut-être que Simon tu l'auras, ou Charlène. Malheureusement, non. L'administrateur je l'ai pas actuel, en je me tête. rappelle plus comment il s'appelle. Bon, J'ai Bill Nelson en tête, mais je crois que ça n'a rien à voir. je- C'est peut-être Bill Nelson, on me dit en off, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui avait déjà été dans le secteur politique, qui était spécialisé dans le spatial, qui avait déjà fait un vol dans une navette spatiale. Donc on est quand même sur quelqu'un qui était très sensible à tous ces enjeux, qui va laisser sa place à quelqu'un qui est sensible à des enjeux principalement financiers. Donc moi, personnellement, ça me fait un peu peur. Il va se passer certainement de grandes choses, et encore une fois, par grande, je n'entends pas un terme purement amélioratif, mais un terme vraiment en mode ça va être assez fou, assez fat. Donc je vous invite à suivre un peu cette actualité. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Simon, Charlène, de cette future nomination ? Bah, c'est sûr, il y a quelques années, quand Trump a pris la tête aux États-Unis, on a vu les projets sur le climat de la NASA s'arrêter, tout ça. Donc, déjà, cette partie-là, on la connaît et on sait qu'elle peut réarriver. C'est pas forcément que du bon quand on connaît le contexte actuel de notre planète, quoi. Et après, il y a aussi le fait que Jared Isaacman, on sait qu'il est aussi opposé à des décisions qui ont déjà été prises par la NASA sur aller sur la Lune. Lui, il était un grand supporter de SpaceX, bizarrement. Mais aujourd'hui, il y a le choix qui a été fait d'y aller avec le SLS. Alors, choix qu'on peut remettre en question ou pas, hein, mais une fois qu'il est établi, il a un coût. Et si c'est revenir en arrière et tout ça, je suis pas sûre que les Américains fassent qui gagner. On verra. Peut-être qu'ils nous donneront tort et que ça sera bien. Mais on va espérer.
Et puis comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est quand même étonnant. Là, on parle de 3 milliardaires qui se chapeautent entre eux et dans un domaine qui est en plus très concurrentiel à la base. Et là, on peut se poser la question du conflit d'intérêts quand même parce que Jerry Zachman, il faut le dire aussi, il avait volé donc sur la mission Polaris qui logiquement devrait avoir 2 suites. Normalement, il s'était pensé pour être un triptyque de missions. Et en plus de ça, il avait aussi volé sur la mission Inspiration 4 avant ça. Et pour cette mission-là, il avait déjà déboursé on n'est pas sûr de cette somme-là, mais c'est ce qui est estimé, 200 millions de dollars pour en gros payer la mission de A à Z, plus ou moins. Et donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup investi dans le spatial et dans le spatial d'Elon Musk avec SpaceX. Donc quand ton principal aujourd'hui prestataire entre guillemets de service c'est SpaceX, on peut se demander voilà comment ça va se passer pour négocier des contrats ou comme tu le disais donner la primauté à un autre prestataire ou utiliser le SLS plutôt que le Starship parce qu'on sait qu'ils sont quand même assez concurrents et qu'en plus le SLS est déjà remis en cause aujourd'hui avant même que Jared Isaacman arrive à la tête de la NASA. Donc c'est un peu inédit parce qu'en plus il est vachement jeune. On a eu des administrateurs plutôt vieux, en tout cas en général. Et voilà, donc effectivement, en plus sur les notions de climat, etc. On sait que Jared Isaacman est un peu plus mesuré et nuancé que Elon Musk sur pas mal de positions. Il lui avait tenu tête d'ailleurs dans le cadre de la mission Polaris, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qui m'enchante, loin de là, en général, d'avoir des gens du privé qui, en plus de ça, n'ont pas forcément une expérience scientifique. Moi, c'est pas généralement quelque chose qui me fait voilà, voir plutôt positivement une nouvelle comme celle-ci. Mais bon, de toute façon, on n'y peut rien, hein. C'est du Donald Trump, on sait très bien qu'il fait ce qu'il veut et surtout du n'importe quoi, donc on verra pour la suite. Ouais, et puis pour conclure sur cette actualité, moi qui m'a vraiment marqué, il y a l'aspect, comme vous l'avez dit, sélection des partenaires, des clients et tout ça, mais pour moi, il y a aussi l'aspect sélection des projets. Alors, tu l'as dit avec le SLS, avec les futures missions lunaires, mais on sait que Elon Musk, un de ses grands objectifs depuis très longtemps, c'est Mars et d'autres, hein, de lancer des business dans l'espace, de faire plein de choses. On sait que Trump, pendant longtemps, lui, il avait en tête de mettre des gros flingues dans l'espace. C'est quand même des choses qui étaient présentes dans son esprit. Donc tout ça, avec cette espèce de trinité qu'on va avoir du privé à la tête du spatial américain, on peut questionner que va-t-il en être de ces projets, que va-t-il en être justement des lois, des droits, de la supériorité dans l'espace. Donc ouais, moi c'est ça aussi qui me fait un peu peur, ça va être un peu champ ouvert, porte ouverte à tout ça. Mais bon, on verra bien. On a encore quelques mois à tenir, je crois, parce que l'investiture n'est pas encore faite, mais effectivement, ça présage janvier, mais je ne sais pas quand est-ce que la passation de pouvoir à la NASA se fait, si c'est directement ou quelques semaines après. On verra bien, mais quoi qu'il en soit, effectivement, c'est une nouvelle d'actualité, donc il fallait en parler. C'était tout pour toi, mon cher Thomas ? Tout à fait. Eh bien, écoutez, je vais pouvoir enchaîner avec une nouvelle un peu plus scientifique avant de laisser la parole à notre invité pour nous parler de la mission JUICE. Moi, je vais vous parler de WOHG-64. Et je ne vous parle pas d'une plaque d'immatriculation, mais bien d'une supergéante rouge, mais une supergéante rouge particulière parce qu'elle est extragalactique. Et oui, elle se situe dans le nuage de Magellan, qui est une galaxie naine qui est située à la bordure de la Voie lactée. Et si je vous en parle aujourd'hui, parce que c'est la première étoile, donc en dehors de notre Voie lactée, qu'on a pu observer de manière détaillée très récemment grâce au VLTI, qui est un interféromètre de l'ESO, donc un outil d'astrophysique. Et on a donc pu observer de manière assez précise pour la première fois cette étoile, donc cette supergéante rouge, qui avait été découverte dans les années 70, mais qui avait été identifiée, qui n'avait pas été observée de manière vraiment très précise. Elle se situe environ à 170 000 années-lumière de nous, donc c'est quand même pas tout proche, même si c'est au niveau de l'univers assez loin, assez proche de nous, mais pour l'observation c'est très complexe à ce niveau-là. Et donc c'est le premier plan rapproché de cette étoile qui a été réalisé très récemment par une équipe scientifique et qui nous a en plus appris que cette étoile, l'heureuse élue entre guillemets, était en fin de vie et qu'elle se rapprochait du stade de supernova parce que c'est quand même une étoile donc extrêmement massive et on le sait parce qu'elle est en train d'expulser des couches externes de son manteau de manière assez périodique et par vague qu'on observe très bien sur le cliché, même si ce n'est pas une photo, on le rappelle, qu'on a pu en obtenir. Et on observe aussi qu'elle a une baisse de luminosité, ce qui est sûrement dû à l'éjection de poussière dans ce phénomène-là de fin de vie, et qu'elle observe maintenant une forme plus ovale que ronde. Et ça, pour l'instant, c'est une question qu'on se pose. On ne sait pas pourquoi elle a cette forme géométrique un peu particulière. Est-ce que c'est parce qu'elle a un compagnon autour d'elle qui est en train d'aspirer sa matière ?
par exemple un trou noir? On ne le sait pas. Ou est-ce que c'est dû aussi à des diffractions liées à la poussière? C'est encore quelque chose qui pose question. Mais en tout cas, c'est une première image qui est très intéressante parce que on se rend compte que déjà, on a des capacités de plus en plus importantes pour aller observer loin dans notre univers et non plus dans notre galaxie uniquement. Et ça nous apprend aussi comment se comportent des étoiles dans des amas différents d'une galaxie spirale comme la nôtre. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle donc des galaxies naines. Et donc, ça présage de très bonnes choses pour la suite dans la connaissance du système des étoiles au global, et aussi on peut espérer pouvoir l'observer d'encore plus près, en tout cas avec une meilleure définition, grâce au VLT et au projet Gravity Plus, qui dans les prochaines années devrait nous permettre, en accumulant entre guillemets les capacités d'observation de très très grands télescopes, de pouvoir définir voilà, des objets aussi lointains avec encore plus de précision. C'était une petite nouvelle scientifique. Est-ce que vous en aviez entendu parler ou pas du tout? Moi, j'en avais pas forcément entendu parler, mais effectivement, c'est un peu la beauté du spatial, c'est qu'on découvre toujours un peu plus loin. Et c'est ce qui nous permet aussi de faire rêver et de toujours vouloir continuer à explorer autour de nous, quoi. Ouais, moi non plus, je n'étais pas forcément tombé dessus, mais c'est vrai que on parlait de porte ouverte juste avant, alors pas une porte ouverte très cool. Là, à l'inverse, on est sur une porte ouverte plutôt sympa, où on a envie de se projeter vers l'avenir et de se dire mais qu'est-ce qu'on va pouvoir observer ensuite, à quelle distance, dans quelle galaxie. Et moi perso, ouais, ça me fait bien rêver. Alors, sympa et pas sympa dans le sens où on observe quelque chose qui va bientôt être une explosion cataclysmique, mais heureusement, ce qui est sympa, c'est qu'elle est assez loin pour que ça ne nous touche absolument pas. Mais une supernova, on rappelle, ça va quand même mettre un petit peu le bazar dans son voisinage, disons. Mais ça donnera peut-être des images vachement stylées. Et ça sera source de vie plus tard, enfin de nouvelles créations de systèmes solaires. Alors de vie, bien entendu, on se limite à ce que je veux dire, hein, la création d'un nouveau système solaire ou de nouvelles étoiles. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous en parler parce que c'était un sujet qui n'avait pas forcément été très médiatisé, mais qui pour autant était, en plus d'être un beau sujet scientifique, magnifique à l'image. Mais donc je vais te passer la parole, Charlène, pour nous parler un petit peu de l'actualité de JUICE. Qu'est-ce qui lui arrive actuellement à JUICE? Alors côté JUICE, bah, nous on est en phase de croisière. C'est un satellite qui a cette particularité où on va pas directement à notre cible. En fait, on met plusieurs années à l'atteindre, hein. JUICE a été lancé le 14 avril 2023 et on arrivera dans l'environnement donc jovien pour l'environnement de Jupiter qu'en 2031. Donc c'est presque 8 ans de croisière, quoi. Et avant d'être là, bah, c'est toute une phase de mécanique spatiale complexe où en fait on va survoler différents astres dans notre système solaire et récupérer un peu de vitesse pour prendre cette vraie direction de Jupiter. Et là, juste dans cette croisière, il est dans une phase de croisière très chaude, si on traduisait, on appelle ça very hot cruise. Et en fait, bah, c'est un moment où on va se rapprocher un peu du Soleil. Donc on est un peu dans une position de stand-by où on attend un petit peu. Ça dure là, on est rentré dans cette phase en octobre et on va ressortir en mars. Et fin mars, début avril, ça sera l'occasion de faire ce qu'on appelle un check-out. Alors check-out, c'est un peu, on démarre notre voiture, on vérifie que tout va bien. Et donc pour JUICE, on va allumer tout le satellite, tous les instruments, les faire fonctionner pendant une semaine, et puis se rééteindre et s'assurer qu'on n'a pas d'anomalie à bord. Et alors, est-ce que tu pourrais détailler un petit peu pour nos auditeurs pourquoi est-ce que tout simplement on fait pas un tir Terre, système jovien? Pourquoi on doit faire tout un cheminement justement par différentes planètes, différents astres? Alors déjà parce qu'on n'a pas une super fusée qui nous permet d'aller directement sur Jupiter. Et donc en fait, il faut savoir que JUICE c'est quand même un beau bébé, hein. On parle de plus de 6 tonnes quoi, au décollage, à peu près la moitié qui sont du carburant à bord du satellite pour plus tard. Donc 6 tonnes, il faut les lancer. Et Jupiter, c'est 800 millions de kilomètres de nous à peu près. 800 millions de kilomètres, envoyer un objet qui fait 6 tonnes, c'est du boulot. Donc on n'y va pas en ligne droite. Et c'est pour ça qu'on fait ce système en fait, de voyage dans le système solaire où on fait des assistances gravitationnelles. Donc pour JUICE, il va y en avoir 4. Cet été, là, le 19-20 août 2024, on a fait un petit slalom, en fait. On est passé entre la Lune et la Terre pour réaccélérer un peu notre trajectoire. On va refaire le même exercice en août 2025 à proximité de Vénus. Et on le fera encore 2 fois avec la Terre cette fois-ci, en 2026 et 2029. C'est quand même un beau projet et on passe sur des distances qui sont d'environ 384 000 km, on le rappelle. Comme ça, on vient de millions de kilomètres et on passe dans un petit mouchoir de poche pour, hop là, faire un petit effet de fronde et repartir. Effectivement, on les survole à quelques centaines, milliers de kilomètres, donc c'est très proche.
C'est très précis, surtout quand on se rend compte de l'immensité. Tu parlais de 800 millions de kilomètres, et là, on est à quelques centaines de milliers de kilomètres, donc impressionnant. Mais on aura l'occasion d'y revenir, je crois. Mais ça me fait une transition toute bien trouvée pour un petit instant space culture. Et donc, moi, je vais vous présenter un livre ce soir pour notre instant Space Culture, un livre de Liu Cixin, qui est un auteur donc chinois, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le problème à trois corps, qui est une trilogie, en tout cas, c'est le nom du premier opus de cette trilogie. Quadrilogie, certains diront, en tout cas avec 4 tomes potentiels, mais 3 principaux. Et c'est quelque chose qui parle donc de mécanique spatiale, mais pas que. Ça se passe dans un univers plutôt ressemblant au nôtre, sur des temporalités qui sont les nôtres aussi, dans lequel il y a eu quelque chose de pas très drôle, qui est un suicide de masse chez les scientifiques du monde entier. Et on a un scientifique qu'on suit qui est éminent dans le domaine des nanomatériaux, qui se retrouve sans trop savoir pourquoi, mêlé dans une histoire qui est un petit peu à la fois scientifique et presque paranormale, et qui commence à comprendre peut-être les ressorts de ce pourquoi, entre guillemets, tous ces scientifiques ont mis fin à leur jour, et qui se lance dans une aventure à la fois philosophique, psychologique et aussi purement scientifique. Mais c'est un livre qui reste vraiment très accessible, qui est écrit par un auteur qui aujourd'hui est de renommée internationale, mais qui est surtout devenu un monument de la littérature de science-fiction dans son pays, en Chine, dans un premier temps, parce que ce livre a été publié en entier pour la première fois en 2008. Il a été d'abord publié par bout dans une revue de littérature de science-fiction, et c'est devenu un phénomène international. Il y a d'ailleurs eu une adaptation Netflix qui, d'après ce qu'on m'a dit, j'ai ouï dire que elle ne valait pas forcément le coup, en tout cas qu'elle ne faisait pas la comparaison avec l'œuvre littéraire. Donc moi, je n'ai jamais vu la série, mais je peux vous dire que le livre est vraiment de très grande qualité, et ça fait une petite transition bien trouvée, parce que ton collègue, en tout cas ton collègue de bureau du CNES, était celui qui m'avait convaincu de lire ce livre, et très honnêtement, je l'en remercie, parce que c'était un très beau, un très beau conseil de la part de Willem, et très honnêtement, c'est vraiment accrocheur, même si on n'a pas forcément les compétences scientifiques dans le domaine spatial ou même en physique, etc. Personnellement, je ne les ai pas, hein, et je ne me suis pas retrouvé perdu, pas du tout même, et ça me donnait un petit peu une passion pour des choses, notamment la mécanique spatiale sur laquelle j'avais des bases, mais qui se complexifient et qui rendent quelque chose de vraiment très accrocheur, à la fois en termes de twist, de narration, et aussi en termes de technicité dans ce qu'on apprend. Et c'est à noter que, bien entendu, l'auteur a été ingénieur, donc il ne part pas de nulle part. Il a été conseillé par de nombreux scientifiques. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que j'ai vraiment peur de spoiler un petit peu l'histoire, mais je conseille chaudement ce premier bouquin. Et comme ça, après, si jamais vous êtes convaincu, vous en avez encore au moins 2 supplémentaires. Donc voilà, c'était un petit instant Space Culture d'avant Noël pour nous. Pour vous, ce sera sûrement un petit peu après, mais qui dit nouvelle année, dit peut-être aussi nouvelle lecture. Donc voilà, moi c'était mon petit conseil. Je sais pas si vous aviez... Thomas, je crois que toi tu avais peut-être vu la série. Moi, j'ai pas encore lu les livres, bien que j'ai eu moult pression de mon entourage pour m'y mettre, parce qu'apparemment, c'est vraiment un truc à lire une fois dans une vie. Mais par contre, j'ai vu la série à blanc, du coup. C'est un bon divertissement. Il faut vraiment le prendre comme ça, c'est un bon divertissement. On retrouve quelques acteurs qu'on connaît, dont l'acteur qui a joué Samuel Tarly dans Game of Thrones, donc c'est cool. Maintenant, c'est vrai que sur l'aspect scientifique, il faut un peu le zapper, c'est-à-dire que c'est pas assez bien expliqué. C'est quand on voit de la science, on se demande si c'est de la fiction ou un vrai truc, parce que c'est pas très explicité. Il y a beaucoup d'éléments qui se mélangent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Donc, tel quel, moi je l'ai regardé comme ça, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir en savoir un peu plus, à comprendre un peu pourquoi tel personnage apparaît, pourquoi il meurt, pourquoi il vit, pourquoi il fait ça. Et la série, elle galère un peu à y répondre parce qu'ils ont voulu tout condenser en, je crois, 8 ou 10 épisodes. Mais ouais, non, c'est un bon divertissement. Faut vraiment le prendre comme ça. C'est pas la série de l'année, mais... Et toi, Charlène, est-ce que tu en avais entendu parler au-delà de Willem? Moi, je fais partie de ces gens qui aiment pas la science-fiction, alors du coup, c'est pas mon grand dada, quoi. Mais effectivement, j'ai déjà entendu Willem en parler, donc je suis contente si il avait une bonne recommandation pour toi. Non, franchement, je le recommande. Ça parle aussi, bien sûr, d'espace. Je l'ai pas trop évoqué, mais encore une fois, j'ai pas envie de détailler. Et c'est vraiment accessible et très bien écrit. Et un point qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'aussi, c'est écrit par un auteur chinois. Et ça parle de la culture chinoise. Et on n'a pas l'habitude d'avoir des ouvrages qui soient réalistes, entre guillemets, ou même de science-fiction, avec cet aspect culturel asiatique et même chinois. Donc, au début,
C'est vrai que les prénoms et les noms, c'est un peu difficile de toujours se rappeler de qui est qui, mais par contre, en termes d'univers, etc., c'est vraiment dépaysant. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est vraiment très très intéressant. Et alors, j'ai une question pour confronter nos deux expériences. Ça se déroule uniquement en Chine? Alors, le premier opus, à 98%, oui, je dirais. Parce que du coup, la série Netflix, ils ont vachement américanisé ça. On a bien sûr des éléments qui se déroulent en Chine d'ailleurs un peu communiste. Enfin, Ouais, parce qu'il y a des retours dans le temps d'époque, aussi, oui. j'entends. Mais c'est beaucoup aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect-là auquel on peut être un peu surpris en passant de Non, la non. série au livre. Là, ça se passe en grande, grande majorité en Chine. Et effectivement, il y a des petits sauts dans le temps. On démarre un peu avant notre ère, au moment de la révolution culturelle. Et même moi, ça m'a fait revenir dans mes cours d'histoire de collège et de lycée. Donc, de ce point de vue-là, franchement, c'est vraiment plus dépaysant, je pense, que la série. Et c'est, pour ceux qui se passionnent un petit peu de science-fiction, je pense, un très bel ouvrage. Donc voilà, je voulais juste vous en parler un petit peu, mais on peut tout de suite transitionner vers notre grand format de l'émission. Pour cette seconde partie d'émission, nous allons bien sûr parler de Juice, qui est un projet qui personnellement m'a fait beaucoup rêver. On en a parlé dans plein de podcasts jusqu'à présent. Et on va profiter de l'expérience et des nombreuses connaissances de Charlène pour te poser quelques questions qui nous tiennent à cœur. Moi, j'en ai une déjà qui, je pense, pourra en intéresser certains. On a déjà évoqué ça dans ton portrait, mais pourquoi est-ce qu'on va chercher, pourquoi est-ce qu'on va analyser des lunes de Jupiter? Pourquoi est-ce qu'on va pas analyser la planète, mais ses lunes? Et c'est quoi l'intérêt un peu derrière? Alors on va quand même un peu explorer Jupiter, c'est-à-dire que dans une première phase de la mission, on va s'intéresser en orbitant autour de Jupiter à Jupiter elle-même et 3 de ses lunes, donc c'est Callisto, Ganymède et Europe, c'est les lunes qu'on va survoler. Quand on parle de lunes de Jupiter, il faut bien remettre dans le contexte, il y a 95 lunes qui orbitent, connues, qui orbitent autour de Jupiter. Ici, on parle de 3 des 4 lunes galiléennes, donc, qui ont été découvertes quand même en 1610 par Galilée. Il a observé le ciel, il s'est rendu compte qu'il y avait 4 petits objets qui tournaient autour de cet astre, et il a fait son petit dessin, un petit dessin connu qu'on peut retrouver facilement, et il s'est rendu compte vraiment qu'il y avait 4 lunes. Donc, elles ont porté son nom assez rapidement. Pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui? Parce que une des grandes questions qu'on se pose, l'avez déjà évoqué précédemment avec William sur Mars, c'est un peu est-ce qu'on est tout seul dans cet univers? C'est une vraie question, je pense, qui travaille l'homme aussi, et cet intérêt de savoir est-ce qu'il y a quelque chose ailleurs, une vie. On le voit sur les sondes Voyager ou Pioneer qui sont partis avec des petits messages. Là, si jamais ça rencontrait quelqu'un, peut-être une indication pour qu'ils nous retrouvent. Alors il fallait qu'ils aient la même façon de penser que nous, et que ça soit des formes évoluées aussi pour imaginer qu'ils nous retrouveraient. Jusqu'à maintenant, pas de signal, je crois. Mais c'est plus cette grande question à laquelle on va répondre. Et pourquoi c'est les lunes qui nous intéressent? Jupiter, elle est agressive comme planète. C'est une planète gazeuse. Elle est géante. Quand on parle de géante, c'est 11 fois le diamètre de la Terre. On pourrait mettre en volume 1340 fois la Terre à l'intérieur de Jupiter. Et je crois qu'il y a même une autre stat qui dit qu'on pourrait mettre toutes les autres planètes du système solaire à l'intérieur de Jupiter. Donc vraiment, on est sur des dimensions qui ne sont pas comparables à ce qu'on a ailleurs dans le système solaire. Elle nous intéresse quand même parce qu'elle est géante, parce qu'elle est aussi vieille et qu'elle peut nous en apprendre sur la formation du système solaire. Donc on n'a pas d'intérêt pour Jupiter, mais effectivement les lunes par contre elles ont une structure qui est supposée, pareil c'est des hypothèses. On a eu 2 missions qui ont déjà exploré le système jovien qui sont Galileo et Juno, vraiment dédiées au système jovien. Et ces missions, elles ont un peu montré que potentiellement, on avait une croûte glacée sur certaines des lunes avec un océan d'eau salée sous la surface. Qui dit cette structure avec océan d'eau salée, puis en plus un manteau rocheux et peut-être un noyau, ça fait quand même penser beaucoup à la structure de la Terre. Et c'est un peu notre biais quand même quand on recherche la vie ailleurs. On recherche la vie comme on la connaît ici. Et donc on cherche un peu les mêmes indices que ceux qu'on a sur Terre pour trouver de la vie. Et on fait un peu pareil sur les lunes de Jupiter. Et du coup, tu es donc chef de projet au CNES, donc l'Agence spatiale française. Quelles sont les contributions du CNES à cette mission, les contributions majeures, disons? Alors, Juice, il part équipé de 12 instruments, on dit parfois 10, en fait, il y en a 10 et 2 expériences, on va dire 12 pour simplifier. Et à bord de ces 12 instruments, il y a des scientifiques français qui travaillent sur tout.
les instruments. Donc déjà, c'est assez notable, c'est-à-dire qu'on couvre un peu tout. Et les responsabilités, elles sont différentes. Il y en a qui plus tard utiliseront les données, parce qu'ils font de la recherche sur les géantes gazeuses. Il y en a qui ont fourni des logiciels, des simulateurs qui permettent d'analyser les données. Il y en a qui ont fourni des éléments matériels, un réseau de diffraction dans le chemin optique d'un instrument. Et ça va jusqu'à la responsabilité scientifique totale d'un instrument qui est MAGIS, donc c'est un spectromètre imageur qui est à bord de la mission JUICE. Et là, pour le coup, on a le responsable scientifique qui est français et qui est au laboratoire à l'IAS à Orsay, à côté de Paris. Et comme tu l'as évoqué un peu plus tôt, donc JUICE arrivera dans le système Jovian en 2031. C'est un sacré long voyage, une vraie odyssée qui attend ce satellite, si je puis dire. Euh, Même s'il y a énormément de personnes, de chercheurs, d'ingénieurs, de scientifiques qui ont travaillé sur et la mission, et son voyage, et sa mission sur place, est-ce qu'il y a encore des choses qui vous font peur, justement? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient mal se passer pendant le voyage et à l'arrivée qui pourraient justement un peu ébranler le projet? Alors des vraies peurs, on essaie de pas les avoir, mais des risques, ils existent. Déjà, la mission, elle est partie, mais tout n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'on développe ce qu'on appelle les segments sols. Donc c'est tout ce qui va nous permettre d'envoyer les télécommandes et de recevoir les télémesures du satellite. Donc communiquer avec le satellite plus tard. Ça, c'est des choses que les laboratoires sont en train de mettre en place et de faire valider par l'Agence spatiale européenne. Donc ça, c'est aussi un gros travail. Il faut être prêt en 2031. Alors oui, il y a 8 ans, mais ça reste des choses qu'il faut encore développer. On ne part pas avec tout prêt. Et ensuite, on a parlé un petit peu tout à l'heure de la mécanique spatiale et tout ça. Ça veut aussi dire des risques parce qu'il faut se mettre sur la bonne trajectoire, arriver au bon endroit. Alors pour ça, on a du carburant à bord du satellite lui-même pour corriger. Et quand on fait ces survols, justement, il y a des créneaux réservés pour que... Alors là, c'est le centre de l'ESOC à Darmstadt qui s'occupe du contrôle du satellite. Si jamais il y avait un problème et qu'on n'était pas dans la trajectoire nominale, ils puissent intervenir et nous remettre sur le bon chemin direction Jupiter. Alors tu l'as évoqué, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu si tu as décidé des chiffres du nombre de personnes qui y ont et qui travaillent sur cette mission et du nombre de pays éventuellement qui ont pris part un peu à tout ça? Alors c'est dur de donner un chiffre parce que tu vois, il y a ceux qui vont travailler directement et puis il y a ceux à qui on a sous-traité dans une PME la fabrication d'une carte et puis combien ils sont parce qu'il y a celui qui a câblé la carte, il y a celui qui l'a designé, donc c'est un peu infini à savoir. Mais aujourd'hui, c'est des centaines de personnes qui travaillent sur le satellite, même si on est en croisière. Ouais. Et je suis pas sûr si on l'a déjà évoqué, mais c'est donc une mission de l'ESA, donc de l'Agence spatiale européenne, une très belle mission sur des planètes lointaines, donc c'est quand même à noter. Mais on l'a dit, et je spoil un peu, tout s'est bien passé au lancement, et ça a été lancé sur une fusée Ariane 5 qui a encore une fois très bien fait son travail, et c'était d'ailleurs l'avant-dernier vol, je crois, d'Ariane 5, donc une belle manière de conclure un peu sa carrière. Mais toi, personnellement, qui était impliqué sur la mission depuis quelques années, comment tu l'as vécu ce décollage? Parce que c'est toujours un moment un peu tendu, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et en plus de ça, voilà, c'était des années de travail et tes futures années de travail qui étaient sur la tête du lanceur. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ce lancement, en amont et après? Alors c'est sûr que moi, si le lancement s'était pas bien passé, savais que j'allais devenir chef de projet de JUICE en mai 2023, mais je ne serais pas devenue chef de projet de JUICE. Donc effectivement, il y avait un peu d'enjeu pour moi. Après, un lancement Ariane 5, c'est quand même des choses c'était pas le premier. C'est un lanceur qui a pas beaucoup connu non plus d'échecs et pas récemment. Donc il y a un côté plutôt sûr à lancer avec Ariane 5. On peut pas y aller qu'avec de la pression, sinon c'est pas très agréable à vivre. Mais oui, il y a toujours une pression associée, mais à n'importe quel lancement. Je pense qu'il y en a encore plus sur les vols quand c'est de l'habité, parce que l'enjeu est aussi encore différent. Mais effectivement, il y a deux parties dans la vie des satellites. Il y a tout ce qu'on appelle le développement, puis l'exploitation. Et en fait, ce passage, il est de l'un à l'autre, c'est marqué par le lancement. Et ça en fait une étape un peu importante du projet et il faut pas louper. Ouais. Et un petit complément de question, mais donc le lancement s'est bien passé, la sonde, enfin JUICE est partie vers les confins du système solaire, mais après elle est revenue, on l'a évoqué. Et comment ça, parce que c'est quand même assez rare d'avoir ce genre d'expérience, comment vous le vivez de savoir que votre sonde repasse proche de la Terre, peut-être rallume certains instruments, parce que je crois qu'il y a eu des photos de la Lune, si je dis pas de bêtises. Voilà, comment vous l'avez vécu en équipe au moment où la mission était déjà lancée, le parcours était commencé, mais de savoir qu'elle repassait proche de nous pour nous faire un coucou et repartir, est-ce que c'est particulier ou est-ce qu'en fait c'est banal pour une équipe comme la vôtre?
Alors banal, peut-être pas, parce qu'on fait pas des missions qui vont sur Jupiter tous les jours, effectivement. Mais par contre, le fait qu'elle revienne, on le savait, c'était déjà décidé depuis plusieurs années. Et effectivement, on a utilisé le satellite quand on a fait le survol. Donc on a fait des observations. Alors tu parles d'images, mais pas que. En fait, un peu tous les instruments ont pu fonctionner. Ça nous permet de les caractériser dans des environnements en fait connus. Quand on va mesurer le champ magnétique sur Jupiter, bah, si on passe d'abord par le champ magnétique terrestre pendant un survol et qu'on peut allumer nos instruments, faire quelques mesures et s'assurer que les mesures qu'on fait, bah, elles concordent avec celles qu'on connaît déjà parce qu'il y a plein de satellites qui ont fait ces mesures-là, bah, c'est déjà un bon premier élément. Donc en fait, il y a un aspect très important dans les assistances gravitationnelles pour la mécanique spatiale qu'on a évoqué déjà, mais aussi pour tout ce qui est calibration en fait et fonctionnement des instruments avec des cibles en fait, parce que quand on sera ailleurs dans notre trajectoire, on peut pas viser la Terre, on peut pas viser la Lune de la même manière qu'on se rapproche d'une lune de Jupiter plus tard. J'ai deux questions en une, mais déjà, combien de temps de latence il va y avoir entre la station Sol qui va envoyer une information, une commande, un ordre au satellite en orbite d'une lune de Jupiter? Alors, ça dépend un petit peu de à quel moment. Enfin, on choisit, on n'est pas tout le temps en communication avec un satellite. C'est au moment où on a réservé un passage au sol et que l'antenne pointe correctement pour descendre les données. On parle de quelques minutes pour redescendre l'info. Alors, des gens à qui ça paraît super long, mais c'est des gens qui sont un peu aguerris dans les technos et qui imaginent que tout se passe en quelques secondes. Et il y a des gens à qui ça paraît super rapide parce qu'on fait quand même des millions de kilomètres en quelques minutes, quoi. Donc, c'est chacun son sentiment. Bon, ça me paraît assez long, mais... Et du coup, comment vous allez faire concrètement pour justement collecter ces données, pour savoir si, pour trouver la réponse à oui ou non, il y a de l'eau salée sous cette croûte un peu de roche, de glace? Bah alors ça, c'est les 10 instruments qui vont y répondre. Donc 10 instruments, c'est pas 10 instruments les mêmes, c'est des instruments qui sont complémentaires les uns avec les autres et qui vont chacun en fait aller faire leurs mesures. Et on fait pas de la science tout seul dans son coin, c'est des collaborations et c'est différents chercheurs, mais aussi des données de plusieurs instruments qui peuvent être croisés, qui vont permettre en fait de confirmer ou d'infirmer ce qu'on sait déjà de ce qu'il y a sur les lunes. Et tu nous as parlé donc du coup du temps de trajet qui est de 7 ans, c'est ça? Donc arrivé en 2032 à peu près, mais quelle sera la feuille de route de JUICE une fois sur place, donc une fois en orbite de Jupiter et de ses lunes? Qu'est-ce que la sonde va chercher à faire dans un premier temps? Alors on a déjà une feuille de route bien établie parce que bah, la trajectoire on va pas trop y toucher normalement. Il y avait plusieurs options, les scientifiques sont en train de décider exactement. Alors quand on parle de plusieurs options, c'est un de survol de plus d'Europe ou un de moins de Callisto, c'est dans ces ordres-là. Et donc c'est quelques dizaines de survols des lunes dans la première phase où on va arriver vers Jupiter, se mettre en orbite en fait. Quand on va survoler les lunes, entre-temps on va aussi observer Jupiter elle-même. Donc ça, c'est la première phase de la mission qui va durer 2 ans et demi, 3 ans. Et la dernière année, alors les quelques derniers mois, on va dire, mais 10, 11 mois, seront consacrés vraiment à Ganymède. C'est-à-dire que JUICE va aller se mettre en orbite autour de Ganymède et va finir sa mission vraiment en explorant Ganymède. Et on va se rapprocher petit à petit. On va descendre en altitude pour aller jusqu'à 200 km d'altitude autour de Ganymède et survoler vraiment la planète de cette altitude-là. Et la fin de mission aujourd'hui prévue pour JUICE, c'est le crash sur Ganymède. Donc on l'aura vu de très près à ce moment-là. Pour donner un ordre d'idée, 200 km, c'est la moitié de la distance de l'ISS vis-à-vis de la Terre, donc c'est quand même vraiment très très proche. Bon, quand tu as pour objectif maîtriser, bien entendu, de te cracher sur la planète, enfin sur la Lune après, pas de problème, mais sinon 200 km, c'est quand même vraiment très proche. C'est le Oui, plus proche qu'on sera jamais allé d'une lune de Jupiter. alors déjà c'est la première fois qu'on va se mettre en orbite d'une lune qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, quand on va explorer d'autres lunes, d'autres planètes, que ça soit autour de Mars, Phobos, Deimos, tout ça, on se met en orbite en général qui est autour de Mars et c'est de là qu'on observe les lunes. JUICE va être le premier satellite à vraiment se mettre en orbite. On parlait d'Europa Clipper là, et Europa Clipper, bah, lui, il va pas se mettre en orbite par exemple autour d'Europe. C'est un satellite qui va survoler Europe à de nombreuses reprises au cours de sa mission, mais on va pas à proprement parler se mettre en orbite. Donc JUICE va au moins effectuer cette première. Et effectivement, bah, ça donne des pistes sur la suite, c'est-à-dire que parfois on parle d'extension de mission dans le spatial et on continue nos missions qui au départ sont dimensionnées pour 3 ans et vont durer. Nous, la fin de mission, elle se fera de toute façon autour de Ganymède parce que c'est beaucoup trop d'énergie pour repartir d'une orbite. Mais elle pourra être éventuellement un peu étendue sur l'avant Ganymède, du coup?
ou pas? Ou, enfin, pour l'instant, qu'est-ce qu'on en sait? Parce que tu en parles dans le spatial, c'est vrai qu'on parle de durée de vie minimum pour une mission scientifique quelle qu'elle soit. En général, on essaye d'être le plus pessimiste possible pour pouvoir attendre. Est-ce que la Juice, c'est une possibilité ou est-ce qu'on sait que, au vu du carburant, au vu de ce qui se passe pour le moment, on est sur cette durée de vie de 3 ans et demi, 4 ans et pas plus? On pourrait avoir un peu plus. Maintenant, ce que tu dis de prolonger avant d'arriver sur Ganymède, bah, en fait, Jupiter, elle est pas sympa comme planète. Elle a en plus le chic d'avoir un environnement radiatif super violent. Les sondes Pioneer, qui étaient les premières de la NASA qui ont exploré, elles y ont laissé quelques instruments qui ont pu fonctionner un peu avant que ça soit prévu. Donc, c'est un peu ce que ça a permis de savoir aussi de cet environnement-là. Et donc, Juice, il va aussi prendre beaucoup de radiation. Et les radiations, en fait, ça abîme les électroniques. Même si on est fait pour y résister, il y a aussi un vieillissement. Donc, tout ça, ça va avoir un effet sur notre satellite. Et Ganymède, elle a un super truc, c'est qu'elle a son propre champ magnétique. Et avec son propre champ magnétique, elle nous assure aussi, quand on va descendre en altitude, une certaine protection aussi vis-à-vis des radiations. Et donc, en fait, c'est pour ça que notre mission, elle peut aussi un petit peu durer autour de Ganymède, parce que on va y gagner et on va être protégé en fait aussi quand on se rapprochera. Des vieux jours au soleil, la belle vie. C'est pas mal, hein. Alors loin du soleil quand même, Effectivement. quelques millions de kilomètres, voire milliards. Et tu m'as fait une bonne transition pour ma question, mais tu as évoqué Europa Clipper, qui devrait arriver même un peu avant, mais ça on en reparlera à l'occasion. Mais ça va être quoi justement la complémentarité possible de ces deux missions? Alors elle est plus que ce qu'on l'imagine parce que dans l'histoire de Juice et d'Europa Clipper, dans les années 2000-2010, l'ESA et la NASA décident de faire une mission conjointe qui s'appelle Laplace et qui aura deux orbiteurs, un qui ira vers Ganymède et dont la responsabilité sera sous l'ESA, et un qui ira vers Europe et la responsabilité sera sous la NASA. En fait, les Américains, ils n'ont pas l'argent à cette époque-là, ce qui est assez remarquable pour le dire, parce qu'en général, c'est plutôt nous qui n'avons pas les sous. Mais c'est eux, cette fois-ci, et donc, ils ne peuvent pas partir avec cette mission au départ. L'Europe décide de continuer avec sa mission vers Ganymède, et en fait, les Américains reviendront quelques années plus tard en disant on va quand même faire notre mission sur Europe. Donc en fait, la complémentarité, elle est totale entre les deux missions, puisqu'au départ, c'était une même mission. Et les équipes, elles sont aussi communes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup des scientifiques qui sont impliqués sur les deux missions. Et donc en fait, c'est vraiment une synergie entre les deux missions. Il n'y a pas de concurrence à cet endroit-là. Et après, donc, JUICE, c'est une mission qui a pour vocation d'aller explorer les lunes glacées de Jupiter, parce qu'on ne l'a pas dit, donc c'est Jupiter Icy Moons Explorer, le nom complet de la mission. Mais quels ont été un petit peu les précurseurs ou les missions précurseurs de cette exploration scientifique qui nous ont permis de comprendre vraiment que ces lunes glacées de Jupiter avaient un potentiel? Quel a été un petit peu le passif scientifique qui nous a permis d'en arriver là? Alors les toutes premières explorations, images de Jupiter et son environnement, c'est les sondes, je l'ai déjà dit, un peu Pioneer et Voyager. C'était les sondes de la NASA qui étaient faites pour la première fois aller dans le système solaire externe et voir un petit peu à quoi il ressemblait. Donc ça, c'est les premières données. Mais à ce moment-là, on apprend que Jupiter a des anneaux, par exemple. On apprend quelques petites données plus sur Jupiter. Et on découvre des lunes, on découvre des nouvelles. À l'époque, on ne savait pas qu'il y en avait 95, mais on en découvrait petit à petit. Et les vraies premières données sur les lunes, sur Jupiter, ça va être avec les missions dédiées. Et là, il faut quand même attendre Galileo, la première mission dédiée à l'environnement de Jupiter. C'est en 1995 qu'elle commence à explorer la planète. Donc pour le coup, c'est assez tardif aussi pour l'exploration spatiale. Mais c'est à ce moment-là qu'on a des vraies données sur Jupiter, sur ces lunes. Et c'est pas des missions seules qui donnent aussi les informations. Il y a des observations conjointes, des fois Hubble, Galileo, ou confirmées par Juno plus tard, parce que Juno, c'est aussi la sonde de la NASA qui est en train d'explorer l'environnement jovien, et aussi Io, qui est une des lunes à laquelle nous, on ne va pas beaucoup s'intéresser, mais Juno, elle s'y est plus intéressée. Nous, la raison pour laquelle on ne va pas trop regarder Io, c'est que c'est l'objet le plus géologiquement actif du système solaire. 400-500 volcans à la surface de Io, des geysers de magma là, qui font une centaine de kilomètres. Quand on parle de est-ce qu'on est tout seul sur Terre, dans l'univers, pour le coup, c'est peut-être pas là-bas qu'on irait chercher en premier. Mais ces données, ça vient plus des premières missions qu'il y a eu, et il y a la continuité avec Europa Clipper et JUICE. Et tu m'offres une belle ouverture pour une seconde question. Donc, on sait ce qui s'est passé avant, mais quelles que soient les issues de JUICE, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passera après pour l'univers jovien, enfin, dans l'orbite de Jupiter? Est-ce qu'il y a d'autres missions qui sont déjà programmées? Et si on a des résultats
concluant, intéressant, grâce à Juice et Europa Clipper. Est-ce qu'on a déjà prévu d'envoyer d'autres missions vers Jupiter pour confirmer, aller préciser des choses? Alors, dans les missions d'Europa Clipper, notamment, il y a le fait de reconnaître des sites d'atterrissage sur la surface d'Europe. Donc, c'est pas pour rien, c'est justement pour un futur. Ces deux missions, elles sont faites pour découvrir l'habitabilité. L'habitabilité, c'est est-ce qu'il y a les conditions pour qu'un jour il y ait eu de la vie? On ne pourra pas directement répondre et on n'est pas équipé pour détecter la vie en fait sur ces lunes. Donc on ne pourra pas dire oui, il y a de la vie ou pas. C'est important. Nous, c'est vraiment l'environnement. Est-ce qu'il y a les conditions pour? Et quand on aura cette réponse à oui, c'est potentiellement habitable, ben, on pourra imaginer des futures missions pour potentiellement aller voir s'il y a de la vie. C'est un peu à l'image des rovers martiens où on a d'abord envoyé Curiosity qui a confirmé l'habitabilité de la planète et on a maintenant Perseverance qui lui va plutôt confirmer et chercher s'il y a des traces de vie. Mais alors, comme tu le dis, et c'est pour ramener un peu de pragmatisme aussi sur tout ça, c'est vrai qu'on va chercher des conditions d'habitabilité, puis ensuite on va chercher potentiellement peut-être de la vie sous une quelconque forme, si on voit qu'il y a eu les conditions. Mais bien sûr, c'est des robots, potentiellement des rovers, des sondes qui vont partir. Et qu'est-ce qu'on peut... Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer comme matériel? Parce que c'est vrai qu'on a une couche, je crois quand même, de glace de roche qui est très épaisse, puis on a aussi des geysers, quelques geysers, donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour aller détecter ça? Alors c'est sûr que c'est pas évident. Après, il faut pas oublier que tout lander, rover, ce qu'on veut, il est souvent accompagné aussi d'un orbiteur. Donc les orbiteurs peuvent quand même donner des infos et observer différemment. Après, effectivement, on va en apprendre plus sur la couche de glace. Aller se poser au milieu d'un geyser sur Europe, ça paraît quand même complexe et très peu probable. Mais je crois que le rêve est permis. Et on parle pas de demain. On peut imaginer peut-être un jour des plongeons dans les océans aussi, parce que si on a des geysers sur Europe, parce que ça reste une hypothèse, bah, ça veut dire qu'il y a un accès à cette eau d'une manière. Donc il y a rien qui est interdit. Après, forcément, on se retrouvera toujours avec ces problématiques de nous, on a 8 ans de voyage, il faut des équipements qui durent et donc des technologies éprouvées aussi. Mais ça n'empêche pas de rêver et d'imaginer des suites à la surface des lunes. Et moi, ça sera ma dernière question. Si justement tu parlais de rêver, toi, en te projetant sur la suite de la vie de Juice, qu'est-ce qui te ferait rêver? Enfin, de quoi tu rêves? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir, pas découvrir avec Juice, parce que tu n'es pas la seule à travailler dessus, bien sûr, mais quel serait ton souhait où tu dirais, au moins si on a fait ça, je suis heureuse que cette mission ait pu aller jusque-là? Qu'est-ce que tu aimerais voilà, pouvoir avoir comme information grâce à Juice? Bah, vu que je disais qu'on avait beaucoup d'hypothèses sur la structure des lunes, si déjà on arrivait à partir avec Juice et en se disant bah, on a confirmé les modèles et on connaît les structures internes des lunes, déjà ça viendra répondre à beaucoup de questions et je pense que c'est un vrai objectif de se dire bah ça sera des bonnes premières réponses que d'invalider ou de valider les hypothèses qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que c'est un vrai premier truc. Après aller jusqu'à découvrir l'habitabilité, on la trouvera pas partout, cette habitabilité. Elle fait rêver quand même. Donc, forcément, si on trouve l'habitabilité, là, ça fera vachement rêver pour la suite, surtout. Pour ma dernière question à moi, donc on a les lunes de Jupiter qui sont extrêmement prometteuses, et comme tu l'as dit, on va pouvoir encore rêver de nombreuses années. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une autre planète ou un autre lieu dans le système solaire ou ailleurs qui, à vous, chercheurs, scientifiques, vous paraît intéressant, ou vous vous dites dans quelques années, putain, ce serait intéressant d'aller jeter un œil là-bas? Mars, on l'a déjà quand même bien exploré. Donc, c'est pas le. Enfin, ça sera un objet d'intérêt, mais pour d'autres raisons, je pense plus tard. Je pense qu'il y a Saturne qui est d'intérêt aussi. Il y a des missions en cours. On a Dragonfly de la NASA sur lequel il y a aussi une contribution française qui est l'exploration de Titan. Donc Titan, c'est aussi un des potentiels de vie qu'on a autour de Saturne. Si je dis pas de bêtises, ils sont en train de sélectionner la prochaine mission aussi de l'ESA et c'est envisagé que ça soit vers Saturne. Donc on sent qu'il y a des potentiels aussi vers Saturne. Donc je pense que la suite elle est sur Saturne. Uranus et Neptune elles sont plus agressives, beaucoup de vent aussi. Et là ça sera plus compliqué et encore de plus longs voyages aussi. Et beaucoup plus lointaine du Soleil, donc en plus, en termes d'habitabilité, ça complique beaucoup les choses. Bah écoute, merci beaucoup déjà d'avoir participé à cette émission avec nous. Avant de te laisser le mot de la fin, je tiens à remercier mon cher Thomas de m'avoir accompagné dans cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. Mais merci à toi Simon, merci beaucoup Charlène de nous avoir rejoints pour cette superbe émission qui nous a encore une fois donné des étoiles dans les yeux. Et voilà,
le grand sourire de Simon. Et oui, comme on ne t'a pas précisé, bien sûr, tu auras le mot de la fin. Donc tu peux dire ce que tu veux, ce qui te passe par la tête, mission, humanité, tout ce que tu veux, voilà, ce sera pour toi. Mais avant toute chose, encore un grand merci. Ouais, c'est une petite surprise de fin d'émission. Tu dis ce que tu veux, ça peut durer 3 minutes comme 10 secondes. Mais en tout cas, on est vraiment très heureux de t'avoir reçu dans cette émission et d'avoir eu la confiance de ta part et du CNES pour cette interview. On est très curieux aussi de savoir ce qui se passera dans les prochains mois, surtout dans les prochaines années, quand vous serez arrivé à destination, saine et sauve, entre guillemets, pour la Sound Juice. Et voilà, donc on te laisse la conclusion de l'émission, on te laisse les clés de l'émission et tu en fais ce que tu veux. Et merci encore. Donc surprise ou piège pour la fin, quoi. Mais non, je pense que je finirai justement en disant que cette mission, elle fait rêver. Tout à l'heure, vous parliez de comment on se lance dans une carrière du spatial et qu'est-ce qu'on imagine. Il y a aussi le fait de savoir que quand on se passionne pour les choses, elles sont engageantes et ça peut être des longs projets. Juste si on réfléchit, c'est un projet qui commence en 2010 et qui prendra fin pas avant 2035, voire 2040. Donc c'est des carrières entières pour certaines personnes. Et donc il faut savoir rêver de son métier. Et moi j'espère peut-être un jour venir vous reparler de Juice dans quelques années. On espère aussi. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette émission. Continuez à écouter des podcasts ou de la musique et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Odyssée.